qui va aussi avoir un accompagnement sur les termes de portions à lui donner ou pas. Typiquement, si c'est un chat en obésité, voilà, ça va être autre chose. On glisse des petits jouets en fait dans nos colis et ça, c'est offert. Et en fait, tous les mois, les gens sont super contents, ils les collectionnent. Dans cet épisode, on parle croquettes pour chat. Oui, je sais, c'est pas sexy les croquettes pour chat. Et pourtant, la pet food, c'est un marché gigantesque. En France, 51% des foyers possèdent un animal de compagnie. Autant vous dire que côté marque, c'est la bagarre pour mettre la main sur ce magot. Et au milieu de tout ça, il y a la marque Katz. Katz, c'est une DNVB qui a décidé de venir chatouiller les géants historiques du secteur. En 5 ans, elle a su imposer son ton et son territoire de marque. Ça se passe sur Instagram, TikTok, YouTube. C'est simple, Katz cartonne absolument partout. Et en coulisses, il y a cette jeune femme. Elle s'appelle Marie Ardoise et elle est la social media director de la marque Katz. Ensemble, on parle branding, stratégie de contenu, fidélisation et évidemment de croquettes. Cet épisode va vous plaire, j'en suis sûr. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servi sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir une invitée dans les studios de Super Natif. Et ensemble, on va parler de croquettes pour chat. Alors oui, vous vous dites, la bouffe pour chat, c'est pas sexy et pourtant... Katz a réussi à en faire un produit désirable. Katz, c'est une DNVB qui mise sur le branding, la fidélisation et le contenu pour créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Alors ça se passe sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est simple, Katz cartonne à peu près partout où ils sont. Et derrière cette stratégie social media redoutable, il y a une jeune femme, elle s'appelle Marie Ardoise, je l'ai en face de moi, elle est directrice social media de la marque Katz. Bonjour Marie, je suis très heureux de t'accueillir dans le Super Daily. Bonjour Thibaut, franchement je suis encore plus heureuse je pense, parce que fervente admiratrice aussi du podcast, donc c'est que du cool, que du positif d'être là. Et oui, derrière il y a moi et il y a toutes mes équipes, donc hâte de raconter tout ça. Alors toutes tes équipes tu dis, parce qu'effectivement alors il y a toute l'équipe de Katz qui est là, je sais pas, vous êtes 3 en tout cas dans les studios. Qui est-ce qui est venu avec toi là ? Alors on a Marion, donc Marion c'est le talent qui se cache, vous verrez un peu sur toutes nos illustrations, et puis qui fait pas que ça, qui fait vraiment toutes les créas, et on a Camille qui elle s'occupe de tout ce qui est partie tournage, shooting, etc. Super, bienvenue tout le monde. Est-ce que... Moi, je parle de Katz comme si on connaissait bien, parce que de temps en temps, c'est dans notre bench, Katz. On regarde ce que vous faites, etc. avec beaucoup d'attention. Ça nous plaît beaucoup. On va passer tout ça en revue. Mais est-ce que toi, tu peux nous présenter, s'il te plaît, rapidement, la marque Katz pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Katz, c'est un concept déjà d'alimentation pour chat, parce qu'on ne voit pas seulement que des croquettes et de la pâtée. En fait, tout l'objectif de Katz, c'est que c'est des menus personnalisés en fonction des besoins et des goûts du chat. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant longtemps sur un algorithme avec notre veto et notre nutritionniste pour permettre, en fait, quand on va en ligne sur le site, de créer son propre menu en fonction des goûts, des besoins de son chat, donc c'est-à-dire stériliser, ses problèmes de santé, etc. Et à la fin, on propose un menu qui est le plus adapté à ce dernier et on reçoit chez soi un colis. J'espère que tu as fait ta commande déjà. Pas encore. Oh, non, pas encore. J'ai cru croire que tu as un chat. J'ai un chat, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout ce dont tu parles, on en reparlera après, mais sont vraiment les pain points des propriétaires de chats. Exactement. Ce sujet de quoi lui donner à manger, est-ce qu'il est stérilisé, quel âge il a, est-ce qu'il est intérieur, extérieur, etc. Donc j'ai étudié avec beaucoup d'attention votre site web, votre offre, et c'est vrai que c'est bien fichu pour ça. C'est ça, on a vraiment un objectif d'accompagner les parents de chats. Je pense que c'est vraiment la force aussi et la valeur de notre offre. C'est de pouvoir les aider au mieux en fonction de l'évolution de leur chat, en fonction de ses besoins, à adapter l'alimentation et même à les guider. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement tout ce qui est binutrition, tout ce qui est digestibilité, tout ça, c'est des sujets en tout cas que les parents de chats se posent et auxquels on essaie de répondre au maximum. Donc, Katz, on a compris, concept, marque, DNVB, ça se passe en digital. Donc, en digital. Exactement, donc e-commerce, avec une logique d'abonnement aussi. Exactement, ouais. Donc généralement les clients reçoivent un kit d'essai parce que c'est important que le pire des clients, c'est-à-dire le chat qui peut bouder la gamelle, valide. Et s'il nous valide, au bout des 15 jours, bien entendu, ça passe à un abonnement. Cet abonnement qui reste flexible, etc. Mais l'objectif est quand même d'avoir cette possibilité de tester Katz avant de passer à l'abonnement. Bon, ça c'est pour l'offre. Et puis à côté de ça, il y a tout l'écosystème
social media qui est dense, hein, puisque la marque Cat, c'est 156 000 abonnés sur Instagram, 110 000 sur TikTok, 36 000 sur YouTube, quelques milliers aussi du côté de LinkedIn. C'est simple que je le disais en intro, hein, vous êtes à peu près partout et là où vous êtes, ça marche très fort. Et avant qu'on creuse dans cet écosystème et qu'on rentre dans le détail, moi j'aimerais qu'on revienne sur un truc qui m'intrigue. Je pense savoir ce que c'est. Tu le sais, ici, moi, souvent en exemple, puisque tu nous écoutes, souvent en exemple, je parle de marque de croquettes pour chat parce que je trouve ça assez rigolo et aussi parce que je trouve que c'est un produit assez banal, hein, finalement, la croquette pour chat, puis c'est un produit qui est très fonctionnel. Oui. D'accord, je dois nourrir mon animal de compagnie, donc j'achète des croquettes. À côté de ça, le paradoxe, c'est que la pet food, hein, la nourriture pour animaux, c'est un marché énorme. Je suis tombé sur quelques chiffres. On parle de 15 millions de félins, hein, qui ont été recensés dans nos foyers français. C'est une source de 2024. Il y a 51% des foyers français qui détiennent, qui possèdent un animal de compagnie, ce qui est énorme. Et pour autant, l'alimentation animale, c'est un truc où le discours il est très fonctionnel, tu l'as dit, chat stérilisé, chat constipé, chat ci, chat là, chat de salon, chat d'extérieur. Et il y a peu de place pour les marques à proprement parler, et aussi peu de place pour la désirabilité de marque, hein, le storytelling. Et puis, au milieu de tout ça, au milieu de ce truc très fonctionnel, eh bien, il y a Cats qui arrive avec un discours qui me semble très différent et beaucoup de branding. Quand vous lancez Cats, vous avez tout de suite mis l'accent sur le branding. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors, au départ, quand on a lancé Cats, on n'a pas tout de suite mis l'accent sur le branding, on a plutôt mis l'accent en tout cas sur l'offre en elle-même qui était complexe et novatrice pour ce côté menu personnalisé qui n'était pas encore sur le marché, et puis surtout en venant en ligne alors qu'on a plutôt tendance à acheter l'alimentation de son chat chez le veto ou en supermarché. Mais après oui, ça s'est fait, ça a découlé de manière assez naturelle dans la mesure où on rentre chez les gens, on avait envie de rentrer chez les gens de manière sympa. Surtout que voilà, on a une routine, on a envie d'avoir un branding qui est cool, qui est fun, qui est comme le chat en réalité. Le chat, il a aussi ses mimiques, il a aussi sa personnalité. Donc pour nous, c'était assez primordial d'avoir un aspect sympa et qui corresponde et qui soit dans la continuité. Branding clairement en rupture avec le reste du rayon. Hein. Oui. Parce que moi qui suis donc client, hein, qui achète, c'est pas très joli en général. Hein. Tu fous ça au fond d'un placard. Alors que vous, potentiellement, on pourrait avoir envie de le laisser visible presque, ce packaging. Exactement. On a envie on a envie en effet d'être proche de nos clients. C'est vrai que quand on voit le petit nom sur l'étiquette du packaging, ça fait plaisir parce qu'on voit que c'est personnalisé. Rien que nos colis font marrer parce que sur nos colis, il y a écrit on a les pires clients, donc on s'adresse aux chats à ce moment-là. Voilà, c'est des petits tips aussi qui font qu'on crée sans doute, et je l'espère, un affect de marque qui fait que les gens nous apprécient ou au moins nous retiennent. Ça, c'est trop marrant quand tu parles de nos clients, les chats, etc. Effectivement, c'est votre bio, c'est votre catchphrase. On a les pires clients. C'est vrai qu'ils sont pas commodes, hein, quand il s'agit de parler de bouffe. Et le paradoxe, c'est pas eux qui achètent. Hein. C'est ça, c'est plutôt normalement leurs parents. En tout cas, moi et Will, notre petit chat, a pas d'argent de poche, donc c'est moi qui vais faire ses courses. Et quand on fait une marque comme ça pour chat, d'alimentation pour chat, à qui est-ce qu'on parle finalement ? Est-ce qu'on parle effectivement c'est qui le client réellement ? Est-ce que c'est le chat ou est-ce que c'est l'humain ? À qui est-ce qu'on s'adresse ? En vrai aux deux. On s'adresse, c'est vrai, à l'humain en priorité quand même, parce que jusqu'à ce qu'on trouve une science, pour l'instant, le chat ne peut pas s'adresser à nous de manière distincte. Mais aujourd'hui, oui, c'est un peu aux deux, ou alors c'est par le regard du chat qu'on s'adresse au client aussi, à l'humain. Donc je dirais... Il n'y a pas de vraie réponse, mais je dirais quand même aux deux. On s'adresse vraiment aux deux. Avec un sujet qui est effectivement qui est clé, qui est le fait que vous vendez un humain. Donc un humain, je peux le séduire, on va dire, avec un beau récit de marque, un beau branding, un beau packaging, etc. Un chat, il en a rien à foutre. Lui, ce qui va intéresser, c'est ce qu'il y a dans c'est pour ça qu'on a les pires clients. C'est ce qu'il y a dans la gamelle. Et en plus, il ne sait pas lire, le chat. Voilà, idem d'ailleurs sur les promesses qui sont faites sur l'origine de vos produits, la qualité de vos produits, je dirais objectivement que ça, c'est des promesses que vous faites au propriétaire plus qu'au chat en lui-même. Comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que finalement, le chat, la seule chose qui l'attire vraiment, c'est le gustatif. Parfois même au déficit de son bien-être d'alimentation. Comment on gère ça ? Parce que ça pourrait vous faciliter la tâche de finalement faire juste un truc qui plaît au chat. Puis une fois que le chat il a bloqué sur une marque de croquettes, en général, on n'en démord pas. Hein.
C'est ça. Non, je pense que là où on travaille vraiment, comme tu disais tout à l'heure, notre touchpoint, c'est aussi de répondre à des problématiques du quotidien du chat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il va passer senior, il va avoir d'autres problématiques. Et là, on va s'intégrer, on va avoir un discours de guide, de marque qui va venir accompagner aussi. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à changer l'alimentation de son chat vraiment de manière fréquente. C'est ça qui est aussi difficile plus dans notre business. Ouais. Mais vraiment, c'est pour ça aussi que notre branding, il est travaillé en ce sens. C'est qu'on a vraiment envie de se positionner comme des accompagnateurs. La cerise sur le gâteau, c'est bien entendu qu'on devienne client chez nous et qu'on achète chez nous, mais, et je pense qu'on va en reparler après, c'est toute la stratégie aussi organique de dire, voilà, aujourd'hui, Cats, vous pouvez trouver toutes les réponses sur le quotidien de votre chat, vos besoins, ses manies, pourquoi il fait ça, etc. Et à la fin, top of mind, si vous arrivez en plus au top of funnel à devenir client, c'est top. Ouais, donc juste, après, je serais très intéressé qu'on parle justement de votre accès au marché et puis aussi de la problématique de la fidélisation, hein, qui, j'imagine, est clé dans votre modèle. Je reviens juste, bon, vous vendez des croquettes, de la pâtée pour chat. Oui. Bon, encore une fois, c'est pas glamour, tout ça. Comment est-ce qu'on rend ça désirable? Comment on fait en sorte qu'un produit qui est un produit très banal, finalement, vous arriviez, c'est quoi la recette pour rendre ça désirable? Je pense que la clé de tout ça, c'est surtout la valeur qu'on ajoute autour du produit en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement dire nos produits, ils sont beaux, ils sont bien, voilà, et ce qui est le cas, hein. Mais on va venir surtout expliquer tout ça. Et il y a un énorme travail presque quasi rédactionnel en interne où on va justifier, on va dire, sublimer aussi le moment partagé avec son chat parce que, et je pense Thibaut, tu le vis aussi, quand tu donnes de la nourriture à ton chat, c'est quand même un moment privilégié. Ton chat t'aime pour ça aussi parce que t'es le monsieur de la cantine. Donc tout ça, c'est des petits touchpoints qu'on va venir utiliser. On va apporter de l'émotion, contrairement à apporter un discours qui soit peut-être trop formel, trop vétérinaire ou alors trop médical et qui dans ce cas-là ne va pas foncièrement parler. Donc vraiment, je pense que le mot-clé, c'est valeur, c'est venir vulgariser, venir travailler nos contenus, tout contenu confondu, pour essayer d'apporter en tout cas ce savoir aux propriétaires de chats. Ouais, alors Cats s'appuie aussi sur le principe de la personnalisation. Ouais. Ça, c'est un point fort de votre promesse. Hein. Et si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, je ne suis pas encore client chez vous, et ce que j'ai compris, c'est que je pouvais personnaliser le menu de mon chat. Et ensuite, je reçois un produit qui est très joliment emballé avec une petite étiquette qui dit « Et voici des croquettes de Minou Chat ». Comment ça marche réellement, ce principe de personnalisation chez Cats ? Alors, comment ça marche? En fait, on a vraiment travaillé cet algorithme pendant 2 ans. Où l'objectif, donc c'est les cofondateurs Tanguy et Mathias ainsi que notre veto et notre nutritionniste, où l'objectif c'était de répondre à toutes les problématiques possibles des chats. Et en fonction de ça, après, il a un menu qui est adapté à ses besoins, c'est-à-dire qu'il va avoir un style de croquette, qui va aussi avoir un accompagnement sur les termes de portions à lui donner ou pas. Typiquement, si c'est un chat en obésité, voilà, ça va être autre chose, ça va être des croquettes plus light aussi, et surtout toute la partie aussi binutrition, où c'est toute la partie pâtée, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de ça, qu'il faut donner aussi de la pâtée à son chat, parce que c'est ultra important. Donc je remplis une sorte de formulaire dynamique en ligne, etc. Exactement, comme un questionnaire, tout simple. C'est assez, franchement, c'est basique, c'est pratique, c'est sur ses goûts, sur sa santé, si stérilisé, pas stérilisé, son poids, enfin, toutes les questions possibles, et à la fin, on propose un menu qui est le plus adapté possible. Ouais, et ensuite, du coup, je m'abonne et je reçois tous les mois l'alimentation de mon chat qui est donc optimisée pour lui. Et j'ai l'impression que ce côté personnalisation avec les petits détails qui vont avec, comme la petite étiquette marquée les croquettes de Minou Chat dessus, ça, j'ai l'impression que ce sont vraiment des boosters de notoriété, des boosters du GC. Est-ce que c'est le cas ? Alors oui, c'est le cas parce que les gens sont contents et du coup nous récompensent en faisant un petit post ou au moins une petite story. Mais on a tiré un autre fil qui fonctionne très bien aussi, et peut-être que si tu deviens client Thibaut, tu le verras. On glisse des petits jouets en fait dans nos colis, et ça c'est offert. Et en fait tous les mois, les gens sont super contents, ils les collectionnent, et en fait de voir son chat, voilà, moi en tant que maman de chat, j'ai le droit de le dire, en train de jouer avec son chat, en train de jouer avec le jouet, etc. On a envie de prendre en photo. Donc c'est comme ça qu'on tire un peu aussi des ficelles, et les gens le font de manière vraiment, et on a de la chance, authentique, sans qu'on les force ou quoi que ce soit, et ça c'est super cool. Ouais, dans les autres sujets d'accès au marché, vous avez un levier qui est très fort, qui est, j'imagine, le bouche à oreille, hein, parce que vous, à la différence de mon vétérinaire
qui est en centre-ville de Lyon, il me recommande qu'une seule marque. Et tu connais laquelle. Oui. Et qui sont extrêmement présents sur le marché. Ils ne recommandent pas Katz. Donc vous avez un autre enjeu, j'imagine, d'accès au marché qui passe vraisemblablement par vos clients en place qui vous recommandez. À ce titre, je me demande si le packaging, au sens large, ça joue aussi un rôle important. Est-ce que ces graphismes très soignés, on a l'illustratrice là, qui participe à tout ça ici, est-ce que vous avez pensé ça comme un élément de com à part entière ? Oui, on a pensé ça automatiquement comme un élément de différenciation parce que, comme tu le disais, nos packagings se retiennent, qu'on attire l'œil, etc. Et quand je vais aller chez mes amis qui ont un chat, si je vois le paquet, peut-être que ça va m'attirer, je vais retenir le nom. Donc oui, donc ça on a peut une faire des importance. croquettes instagrammables. On peut faire des croquettes instagrammables, c'est beau. Voilà, c'est faisable, c'est faisable. Allez, on va plonger, si tu veux bien, dans l'écosystème social media de Katz. Je le disais, vous êtes partout, donc sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Quand on bascule d'une plateforme à l'autre, on croise pas tout à fait les mêmes contenus. Oui. C'est intéressant. Alors, évidemment, il y a des points communs, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi votre stratégie de ce côté-là ? Alors, on essaie quand même d'avoir une sorte d'édito où on remplit quand même des piliers de communication dans lesquels on essaie de s'intégrer. Donc, si on a quand même des contenus qui ont tendance à revenir, qui sont un peu nos piliers. Par exemple, on va souvent parler des contenus pédagogiques, où là, on va expliquer pourquoi le chat fait telle chose, pourquoi ses yeux brillent dans le noir, qu'est-ce que la cacaphorie. Enfin, voilà, ce genre de problématiques que les gens aiment bien aussi consulter sur les réseaux. Donc ça, c'est nos contenus plutôt pédagogiques. Après, on a un très gros pilier qui est quand même le contenu expert, où là, ça va être notre veto qui va prendre la parole ou encore notre comportementaliste. Et ça, c'est pareil, c'est des contenus quand même très crédibilisants aussi pour nous, pour quand même justifier aussi l'expertise de notre marque sur les chats, puisqu'on fait que des chats en plus. Donc voilà, faut l'expliquer. Et puis après, on a le contenu très émotion, parce que voilà, nos animaux, on les aime. Nos chats, nous on le dit, c'est nos petits cœurs poilus. Donc c'est pour ça, sans être trop mignon. Et c'est pour ça qu'il faut quand même toucher aussi cette corde qui est sympa, et puis surtout qu'on a quand même des engagements, notamment par rapport à l'associatif, etc., ou encore des choses qui sont importantes à aborder, le deuil animalier. Donc ça, c'est plutôt la partie émotion, et après, on a la partie un peu humour, où je pense qu'on va y revenir plus tard. Et sur la partie humour, là, c'est vrai qu'on rigole quand même beaucoup sur nos vies avec nos chats, parce que elle est pleine de tracas, pleine de choses rigolotes. Le chat qui vomit encore sur le tapis, le chat qui réveille à 5h du matin. Enfin, voilà, je pense que... Donc, tu as 4 gros piliers. C'est ça. Et vous, on va dire, vous designez votre ligne éditoriale autour de ces 4 piliers de contenu. Exactement. Et ensuite, moi, ce que je constate, c'est que ces piliers, vous leur mettez plus ou moins d'intensité d'une plateforme à l'autre, c'est ça ? Alors, oui et non, on essaie quand même de rester un certain équilibre. Après, en plus, on va venir ajouter des petits contenus créatifs où on a des idées qui pop et on se limite pas. Franchement, c'est la force de Katz aussi, c'est d'avoir envie même de créer des contenus créatifs qui rentrent pas forcément dans ces piliers-là. On se dit, c'est la bonne idée, ça nous correspond, ça va faire kiffer nos communautés, donc on y va. Donc non, on essaie quand même d'avoir un certain équilibre sur les plateformes, ou en tout cas, on tente de le faire. Quelle est votre approche par rapport à ces différentes plateformes où vous êtes ? Est-ce que pour vous vous adressez à des personas cibles différents d'une plateforme à l'autre ? Je pense que je vais devoir te décevoir totalement, Thibaut. Non. Non. On n'a pas de persona. Vous n'avez pas de persona, c'est vrai ? Non, franchement, on n'a pas de persona. En fait, on a tellement besoin d'essayer de parler à tous les parents de chats que si on commence à les catégoriser par âge, etc., automatiquement, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, les problématiques qu'on répond, ou en tout cas le travail qu'on fait de manière éditoriale, c'est plutôt de se dire, voilà, on fait un pas en arrière. Est-ce que moi, en tant que parent de chat, je vais être intéressée par le sujet, quel que soit mon âge. Après, bien entendu, il va y avoir des choses un peu plus clivantes les unes que les autres. L'humour va plus correspondre à un certain âge ou à un autre. Mais on ne se pose pas cette question-là en se disant on va rentrer dans telle case-là. D'accord. Est-ce que vous avez quand même une moyenne d'âge sur vos clients ? Pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. C'est ça qui est assez fou. Moi, j'aurais imaginé, mais tu vois, on pourra peut-être le faire ensemble d'ailleurs, avec plaisir, qu'il y aurait un travail sur les personas à faire. Parce que j'imagine que tu parles de maman de chat, papa de chat, etc. D'accord, mais que pareil, il y a des archétypes. Et moi, potentiellement, j'ai un archétype qui est très tourné sur la praticité. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, il faut que ça soit pratique. Et prendre le risque de changer de marque, c'est un vrai risque. Totalement. Donc, c'est vraiment pour vous un gros point bloquant. Et j'imagine cet archétype de client, il faut peut-être lui dire des choses spéciales à lui. Exact. Et puis, à l'inverse, tu as vraisemblablement, sans doute, des propriétaires de chats, des parents de chats qui ont
un autre point de vue et qui a peut-être plus une notion de découverte, de curiosité, etc. avec d'autres leviers que tu peux travailler qui sont ceux aussi de la santé du chat, etc. Comment vous abordez cette complexité? Parce que quand même, je trouve que on n'est pas tous... finalement, on est tous des consos différents. On a un lien commun, c'est qu'on aime nos animaux de compagnie, mais... Là, on les travaille plus en termes d'angle. C'est-à-dire que, comme tu disais, la praticité. Praticité, ça peut être un angle pour développer nos contenus. Oui, c'est facile de recevoir chez soi. Puis ça pèse lourd, les croquettes, c'est chiant à aller faire les courses en centre-ville. Le dimanche, quand le chat miaule parce qu'on a oublié d'acheter les croquettes, exactement. C'est horrible. Enfin voilà, donc tu vois, ça c'est des angles sur lesquels en effet on a travaillé, mais on n'a pas travaillé en se disant voilà, c'est telle personnalité, tel âge, etc. C'est plutôt vraiment en problématique en fait. D'accord. En problématique ou alors en effet en vie quotidienne. Ouais, je comprends. Comment ça se passe en interne? Parce que alors, déjà, il y a une grosse fréquence de publication. Oui, tu estimes à combien à peu près? C'est quoi le rythme de publication, toutes plateformes confondues? Toutes plateformes confondues, on est à peu près à 2 posts par jour. Ouais, donc c'est une grosse fréquence de publi. Hein. On essaye. Ouais, c'est vrai. C'est quoi votre organisation en interne pour gérer tout ça? Tu me disais, donc tu es venu avec une partie de l'équipe. Comment vous vous débrouillez? Alors, vaste sujet. Donc, comment on se débrouille? Généralement, il y a plusieurs parties prenantes, bien entendu. On a quand même une force interne qui est super, qui est très talentueuse et qui est là. Donc, en plus, je dis devant Attention, leurs yeux. Regarde. Non, ça va, elle regarde avec le sourire. Ça va. Donc non, elles sont très fortes pour ça. Et en effet, là, les points forts qu'on a chez Cat, c'est typiquement qu'on ait Marion qui fait tous les dessins. Ça nous permet de pas externaliser, d'être ultra rapide, de produire. D'avoir Camille, pareil, qui peut tourner quand on veut, etc. C'est aussi une seconde force. Donc, on a des talents comme ça. Après, on s'entoure beaucoup. Typiquement, sur l'humour, on a beaucoup d'humoristes, en tout cas, qui font partie un peu de notre pôle humour et qui aiment travailler avec nous, avec qui on a un feat, etc., avec qui on deal des vidéos, on s'amuse ensemble, ils ont une idée, on échange, etc. Donc, c'est créateur de contenu que vous avez repéré. Sur l'humour, voilà. Ouais, ou qui nous ont repérés, donc ça, c'est cool aussi. Super. On arrive aujourd'hui à avoir un petit peu plus de notoriété parce que ce qui est vrai, c'est que ça fait que 3 ans, en fait, qu'on développe bien nos réseaux. Ouais. Donc ça, c'est cool pour ça. Et après, oui, il y a un gros travail grâce à nos 2 monteuses en interne aussi, qui montent du coup toutes les vidéos pédagogiques, les vidéos des experts, etc. Donc il y a un parti pris qui est très média, hein. Oui. Parce que vous avez internalisé quasiment 100% aujourd'hui de votre production de contenu, du déploiement, et puis de temps en temps vous faites appel à quelques talents externes, c'est ça, mais que vous pilotez depuis chez vous. C'est ça. Ok, vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous organisez concrètement là? Comment ça se passe, ce média du coup, Cats, qui en 3 ans a pris des positions importantes sur les réseaux sociaux, donc ça charbonne quand même. Comment on s'organise? C'est quoi les outils du quotidien? Déjà juste pour parler de la ligne édito. Tiens, comment vous pilotez votre ligne éditoriale chez vous? Alors, on a un super outil qui s'appelle Notion. Ouais. Non, franchement, pour le coup, Notion nous aide beaucoup. Ça nous permet vraiment, en effet, à définir, on va dire, sur le mois, si on le peut, le planning, donc ce qu'on imagine, quelles sont les thématiques de vidéos qu'on va aborder. Donc, sachant qu'on se dit que le jeudi, c'est les vidéos pédagogiques, dans ce cas-là, quels vont être les 4 thèmes qu'on va aborder ce mois-ci. On essaie plus ou moins aussi d'être dans un marronnier parce que, bien évidemment, typiquement, sujet l'été, les coups de chaud du chat, c'est plus sympa. Je ne vais pas en parler foncièrement en hiver, ce qui est assez normal. Et puis après, on a quand même une ligne assez édito qui est quand même définie, c'est-à-dire que le lundi, on a nos phrases du lundi qui sont un peu notre piqûre d'humour, qui sont des contenus qui reviennent. Donc, on a un planning vraiment, pour être concret, un planning édito sur le mois qu'on essaie de tenir et sur lequel on produit des contenus et viennent s'alimenter à tout ça. Des petits contenus tierces, on va venir s'amuser à faire appel à des talents aussi qu'on a vu émerger sur les réseaux avec qui on se dit tiens, on peut faire un truc avec les chats, ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être de la cuisine, qu'importe, du minimalisme, et on s'amuse comme ça, mais on tient quand même, on va dire, nos gros socles durant le mois. Ouais, vos 4 piliers, vous savez comment les distribuer pour le mois. Tu arrives à avoir de l'avance sur ta prod? Alors, parce que c'est un enjeu, quand tu commences à sortir beaucoup de contenu comme ça sur tes équipes internes, ça fait quand même beaucoup de choses à sortir. C'est un vrai enjeu. C'est quoi le buffer là, que vous arrivez à gérer chez Cats? Je pense que là où on arrive à gérer, c'est quand même d'avoir des contenus qui sont
avec un certain scriptage qu'on connaît bien, où vraiment on va travailler très foncièrement la valeur ajoutée du contenu en lui-même. On va avoir aussi, là où ce qui va faciliter aussi nos collaborations, c'est qu'avec nos talents humoristes, ils nous connaissent, on sait quel sujet on peut aborder, et surtout, je pense qu'on se permet des libertés que peut-être d'autres marques plus chartées risqueraient de ne pas se permettre. On a un ton qui est assez irrévérencieux aussi, donc voilà, on s'amuse, donc je pense que c'est ça qui fluidifie aussi. On n'est pas là à faire 10 000 retours sur une vidéo d'un créateur, par exemple, parce que déjà, c'est pas dans notre idée, on a envie de s'amuser tous ensemble, et parce qu'en plus, on sait très bien qu'il n'y a pas de science infuse, donc ça va marcher ou ça va pas marcher, surtout sur l'humour. Et après, sur les contenus pédagogiques, il y a, c'est vrai, plutôt un gros travail d'écriture, et dans ce cas-là, on essaie de prendre quand même de l'avance pour pas se retrouver il fallait publier. Ouais, c'est ça. Donc, je disais, Instagram 156 000 followers. Et là, côté ligne éditoriale, je regardais votre feed avec attention. On y trouve des contenus experts, des vannes, tu disais, des vidéos aussi très esthétiques, très jolies. Il y a des petits chats trop mignons. Ça, il y en a beaucoup. C'est quoi ce mix éditorial, ou plutôt, comment on trouve le bon équilibre entre cute et contenu expert? Alors, cute, oui et non. On essaye de pas trop tomber dans ce cliché mignon parce que ça ne nous correspond pas. Ça marche très bien chez d'autres, mais de notre côté, en tout cas, le côté très cliché mignon, c'est moins trop ça. Donc, on est plutôt, on va dire, entre le côté humour irrévérencieux et l'aspect expert, en effet. Après, dans nos contenus experts, on essaie toujours de glisser quand même quelque chose qui est sympa, un petit gif au moment où notre veto parle et on s'étonne. Enfin, voilà, il y a quand même notre patte. J'ai osé le jeu de mots. Il y a quand même notre patte Cats qui se ressent. Donc, on va dire entre l'émotionnel que je vais intégrer l'humour et l'expert, on est sur du 50-50. Parce que justement, vous avez, faut être honnête, vous avez un cheat code qui est le chat. C'est le truc. Le roi d'Internet. C'est un truc, qui marche à chaque fois. Alors toi, pour le coup, vraiment, quand on te dit tu fais quoi dans la vie, tu fais des petits chats, tu publies des petits chats. Pour le coup, c'est vraiment vrai. C'est exactement ça. Et je ne parle pas de mon feed Explorer. Voilà. Et ça, c'est incroyable parce que les gens adorent les vidéos de chats. Est-ce que toi, est-ce que tu dis non, on veut pas tomber dans le cute? Est-ce que toi tu vois des limites à la mignonnerie? Est-ce que c'est un truc qui pour vous embarque sur un territoire qui n'est pas celui de votre marque? C'est ça, ou sur un territoire où du coup notre communauté ne nous reconnaît pas foncièrement et ça marche moins. C'est assez fou. C'est vrai que le côté émotionnel, si on le pousse très fort, et ça c'est beau parce que là notre communauté elle est réceptive et elle se reconnaît, ça fait un véritable miroir. Mais si c'est trop cute sur certaines inspirations, on sait que ça va pas nous correspondre et on a vraiment envie plutôt d'être ce miroir de ce que vit au quotidien nos parents de chat, c'est-à-dire le côté tracas, le côté choses rigolotes, où ils vont se dire quand ils vont voir notre post, ah bah ouais, moi je l'ai vécu ce matin, et ils vont avoir envie d'interagir automatiquement et de partager aussi ce qu'ils vivent, quoi. Nous on a un petit mot là pour ce feeling, tu vois, ce type de contenu, on appelle ça des contenus, c'est trop ça. Oui. Voilà, quand tu le vois, tu fais c'est trop ça. C'est ça. Et justement, tellement ma vie. Exactement. À ce titre, Cats, c'est aussi une marque qui interagit beaucoup avec sa communauté. On sent ce lien-là. Est-ce que tu te définirais aujourd'hui comme une marque conversationnelle ? Eh ben, j'espère. Ouais. Franchement, c'est un objectif qu'on a. On l'écoute beaucoup, notre communauté, qu'elle soit abonnée ou pas abonnée. Vraiment, l'objectif, de toute façon, et c'est un peu aussi notre étude dans nos contenus, c'est de répondre au maximum à leurs questions qu'ils posent en général. Donc, c'est-à-dire que ça va nous guider aussi. C'est ça qui est intéressant. Quand on va avoir des questions qui reviennent sur le comportement du chat, on va finir par le traiter parce que oui, c'est un sujet qui revient, qu'on écoute la communauté et que dans ce cas-là, on va y répondre. Donc oui, on est très conversationnel et puis on aime rigoler avec eux. Ils nous le rendent bien, surtout quand on est drôle, donc c'est sympa. Concrètement, comment est-ce que vous faites ça? Donc tu as des équipes de community managers en interne? Alors non, Okay. On est très à la mano pour le coup, Okay. donc c'est moi et Marion qui travaillons tout ça à la mano. Et c'est assez sympa d'être en direct. Donc vous répondez, j'imagine, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en MP. Il y a beaucoup de choses qui se passent en MP, surtout pour une marque en ligne, parce que bien entendu, comme on a un système d'abonnement, etc., il y a beaucoup de services clients. C'est aussi un peu le SAV à cet endroit-là. C'est exactement ça. Donc il y a quand même une grosse équipe chez Cats, bien entendu, qui va gérer toute cette partie-là, parce qu'eux, ils sont outillés, qu'ils vont pouvoir répondre, ils font un super boulot où vraiment ils vont accompagner les clients sur ce point-là. Et nous, on va plutôt interagir sur les daily sujets. Donc tu disais, pardon, qui est-ce qui répond sur les sujets plus
technique? Là, c'est toute notre équipe de SAV D'accord. et il y a une grosse team pour le coup qui est présente. Donc ils bossent avec ses propres outils, c'est plutôt côté exactement site. ça. Est-ce que vous avez trouvé le moyen de faire communiquer ce qui se passe en conversationnel social media et les équipes SAV? Parce que j'imagine, vous, fréquemment, vous vous retrouvez avec des sujets, je comprends pas, ma commande n'est pas arrivée. Parce que le client, pour lui, il s'adresse à la marque, peu importe où. Comment ça marche ça aujourd'hui? Comment vous arrivez à faire le pont entre les deux? Alors aujourd'hui, on a quand même une force qui est de beaucoup interagir avec nos équipes en interne. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si vraiment on voit qu'il y a un point bloquant, que quelqu'un se plaint beaucoup en commentaire, ce qui arrive, et je touche du bois, de manière très, très, très peu fréquente, voire rare, dans ce cas-là, bien entendu, on va faire un point d'alerte à nos équipes du SAV en disant « Coucou la super team, voilà, il y a cette personne qui n'a pas l'air d'avoir été accompagnée, est-ce que vous pouvez prendre le relais ?» Mais ils sont très autonomes, vraiment pour toute la partie SAV, on voit tout de suite, c'est répondu direct, etc. Donc, sur cette partie, on va dire gestion du client, on interagit moins, sauf si point d'alerte. Ok. Tu disais, on écoute beaucoup ce qu'ils nous disent. Est-ce que là-dessus, comment vous le faites? Est-ce que vous avez, pareil, des outils ou est-ce que vous le faites de façon un peu plus empirique? Comment ça se passe? Alors, on le fait de façon assez empirique, en effet, quand on voit qu'il y a des questions qui reviennent souvent. Après, on le fait aussi, par exemple, on a un live tous les premiers mercredis du mois avec notre comportementaliste, où là, durant le live, elle répond à plein de questions. Ouais, okay. Et pour nous, c'est un peu sympa parce que ça nous permet aussi de voir quelles sont les questions qui reviennent le plus et de se dire ça c'est vraiment une problématique de parent de chat qu'on a ou qu'on n'a pas, il faudrait qu'on y réponde. Donc c'est en ça où on est quand même très à l'écoute. Ok, ça c'est super intéressant. Est-ce que toi tu as des exemples concrets où la marque elle a changé des choses suite à des retours sur les réseaux? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas eu de revirement stratégique où on s'est dit, mince, là, on allait trop loin, ou là, bad buzz. Heureusement, non, ça n'est pas arrivé. En tout cas, par contre, on redirige souvent, en effet, les sujets quand on voit qu'en effet, c'est des sujets qui sont réabordés, et donc on va les traiter. Après, aujourd'hui, là où on est un petit peu plus à l'écoute et un petit peu plus frileux, pour être totalement transparente, c'est sur la partie IA. Voilà, c'est quand même quelque chose, l'intelligence artificielle, qui est un peu clivante encore à date. Et nous, ce serait trop facile de succomber aux sirènes de l'IA, surtout qu'aujourd'hui, quand même, en plus sur les réseaux, des chats en IA, il y en a beaucoup. Il y en a partout, ouais, bien sûr. Voilà, je pense que tout le monde en voit. Et ce serait trop facile pour nous. Et nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc et là-dessus, pardon, vous avez vos communautés vous ont alerté en amont, d'autant donné des insights qui disent ils sont pas prêts. C'est ça, exactement. Ouais. Par exemple, on a fait un peu des remixes de contenu sympas où on voyait pas foncièrement que c'était de l'IA et qu'on a repartagé. Et là, on a vu mince, des petits commentaires en disant non, Katz, pas de l'IA, s'il vous plaît, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose de réfractaire. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que actuellement, les marques, nous les annonceurs avec lesquels on traite, sont tout au milieu de ce sujet-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on voit même certains annonceurs se lancer dans des no AI policy comme vous là. Alors oui et non, parce que oui, on l'écoute bien entendu sur cet aspect-là. Après, on le teste quand même. Par exemple, on vient de tester un petit podcast qui s'appelle Entre deux siestes. J'ai vu sur TikTok, voilà. C'est très rigolo. Ouais. Où là, l'idée, c'est quand même deux chats, en effet, qu'on peut pas générer nous-mêmes, ou alors ça nous demanderait un travail de fou. Donc Léa va bien entendu venir aider, mais elle va venir aider le travail créatif, c'est-à-dire que derrière on a écrit tous les scripts, on a écrit toutes les blagues, on a déterminé les personnalités des deux chats, on a retravaillé nos monteurs, le setup, tout ce qu'il y avait autour, donc l'IA vient aider. Donc on n'est pas non plus contre l'IA, au contraire, parce qu'il y a quand même un apport majeur et des choses qu'on pourrait pas faire, tout simplement. Et puis elle est obvious surtout. Des chats qui parlent, on sait que ça n'existe pas. Et on pouvait pas. Enfin, voilà, donc typiquement, oui, l'IA peut nous aider en ce sens. Et là, la communauté nous en veut pas parce que, bien entendu, elle le voit qu'il y a un gros travail créatif derrière, qu'il y a une grosse réflexion. Et en ce sens-là, oui, pour nous, c'est sympa. Par contre, tricher et mettre des faux chats, ça serait un problème. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose comme ça pur et dur. Je pense que notre communauté n'est pas totalement prête. Intéressant. Tu parlais du ton tout à l'heure, de la tonalité. C'est vrai que vous avez une tonalité très incarnée, on va dire parfois un peu irrévérencieuse, effectivement. Il vous sert à quoi ce ton dans votre stratégie de marque ? Alors, je pense qu'il nous sert en effet à accrocher un sourire, de toute façon, sur tous les contenus qu'on fait. Et c'est ça qui, moi je trouve que c'est la meilleure récompense, c'est de provoquer une émotion. Et quand on a le côté sourire, c'est encore mieux parce que c'est
plus difficile, je trouve, à avoir un petit sourire qu'avoir un « oh, c'est mignon ». Donc voilà, là, sur cet aspect-là, c'est assez une récompense pour nous. Pourquoi on l'a travaillé en ce sens ? Parce que je pense qu'on se différencie aussi. Personne n'avait vraiment osé se dire, voilà, on va se moquer de nos chats, se moquer des parents de chats, ou au contraire se moquer au global de ce qu'on vit ensemble dans notre relation. Donc c'est en ce sens, je pense qu'on l'a choisi aussi pour nous différencier et parce que ça nous fait nous retenir. Cette tonalité de marque, vous l'avez formalisée, vous l'avez écrite quelque part. Comment on fait pour qu'elle soit consistante ? Alors oui, pour le coup, là, il y a eu un vrai travail. Il y a eu un travail rédactionnel où on a défini quand même quel était le ton, quel était plutôt le persona, là, pour le coup, de notre ton. Donc oui, il y a eu un gros travail rédactionnel pour définir, en effet, les do's et les don'ts qui correspondent le plus au ton Cats. Et je pense que, voilà, après, ça devient fluide et on l'incarne, quoi. Parce que je trouve que, tu vois, tu parles beaucoup d'humour. Et ça, c'est un endroit qui est difficile, un territoire sur lequel c'est difficile d'aller. C'est plus facile d'être narquois, d'être inspirant, mais vraiment faire du drôle, comme vous appliquez à le faire, c'est pas si évident. D'où ça vous vient, cette envie d'aller là-dessus ? Est-ce que c'est un truc, les fondateurs sont juste des gros marrants ? Pourquoi, en fait ? Toute l'équipe Cats est ultra marrante. On est un stand-up à nous-mêmes. Non, en vrai, ça nous vient surtout d'une chose toute bête, c'est la vie des parents de chats. Elle est drôle en fait, au quotidien. Enfin, quand on voit nos chats qui font des bêtises ou des choses comme ça, c'est tellement inspirant. Donc, je pense que vraiment, c'est le premier point, et je répète ce mot, c'est peut-être le miroir de nos vies. On ne crée pas une nouvelle vision en réalité de ce qu'on vit au quotidien avec les chats, et c'est ça qui aussi, les gens nous disent, comme tu l'as dit tout à l'heure, tellement ma vie. Enfin, voilà, c'est... donc, il n'y a pas, je pense qu'on a quand même un peu cet humour dans la team et ça se ressent. Après, oui, on essaie quand même d'être au plus proche et le plus grand miroir possible de ce qu'ils vivent pour faire rire, quoi. Moi, je trouve que c'est amusant parce que cette tonalité, elle contribue au positionnement de la marque face à d'autres marques qui sont très sérieuses. Très sérieuse, très tendue vers le fonctionnel, vers la problématique, et on répond à une problématique, et je comprends comment il peut être habile d'aller se positionner justement totalement de l'autre côté, de créer un grand écart avec ce qui existe. Côté Instagram, c'est quoi aujourd'hui les formats qui fonctionnent le mieux pour vous ? Alors... Je dis souvent que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain, surtout sur les réseaux. Je pense que Thibaut, tu le vois. Oui. Mais on va dire que ceux qui fonctionnent le plus, c'est un peu ceux qu'on réitère quand même de manière récurrente. C'est là où on apporte de la valeur. C'est-à-dire que le socionaute, quand il va finir la vidéo, il va se dire « Ah ben ça, je le savais pas » ou « Ah, j'ai appris quelque chose ». Ah ben voilà, ça, c'est vraiment nos contenus qui performent le plus parce qu'automatiquement, on va laisser une sorte d'empreinte. Moi, je dis qu'avec l'émotion, on attire, mais avec la valeur, on fidélise. Et ce qui est très vrai, parce qu'en réalité, avec cette valeur qu'on ajoute, c'est ça qui va venir donner envie aux gens de revenir sur notre compte ou alors d'être reconfrontés à notre contenu et d'avoir envie de le regarder jusqu'au bout. Donc, c'est ces contenus-là qui performent le plus. Après, ce qui marche bien aussi, c'est l'humour, mais comme on l'a dit, c'est à double tranchant. Parfois, ça peut être drôle, parfois, c'est un peu moins drôle. Les contenus émotions aussi, ça performe bien, en tout cas chez nous, parce que, bien entendu, on trouve les mots justes. En tant que parent de chat aussi, pour nous, c'est de la vraie vie. Donc, on a un bon terrain de jeu sur lequel transformer. Mais, et puis, on le voit quand, par exemple, et c'est assez rigolo, mais on fait une vidéo sur c'est juste un chat. Parce que généralement, c'est la mauvaise phrase qu'on dit quand on perd son chat. Oui, c'était juste un chat. On en a fait une vidéo et le son de la vidéo a été réutilisé dans 6000 contenus. Donc, il y a eu ça prouve qu'en tout cas, on a eu les mots justes, qu'il y a un affect, etc. Donc, après, les contenus qui performent, je pense, le plus, ça reste quand même pédagogique. Ouais. Et ça, aujourd'hui, vous les traitez de plusieurs manières. Ouais. Et si on reparle des formats, le format carrousel que vous utilisez beaucoup, vous avez des bons résultats sur ce format-là ? Super bons résultats. Voilà, c'est un peu pareil. C'est le format pédagogique et ça amuse les gens parce qu'en effet, on travaille aussi de manière assez profonde le rendu visuel. Ouais, c'est vrai. Pour que,
on ait envie de scroller, on passe un bon moment avec nous. On sait que sur les réseaux, moi la première, n'importe qui ici dans cette salle, on n'a pas envie qu'on nous prenne la tête d'avoir un texte de 30 pieds de long où ça va pas être sympa. Donc c'est pour ça qu'on travaille quand même ce côté vulgarisation aussi du sujet, avec humour et de manière très visuelle. Ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce que finalement, quand on commence à faire de la brand utility, donc des contenus pédagogiques de marque, les tentant, et souvent c'est le problème des marques d'être très bavard, d'avoir envie de dire énormément de choses très techniques, très complexes, et de montrer qu'on est très sachant. Et ce qu'il y a d'amusant dans votre cas, c'est que ça reste très divertissant, parce qu'effectivement on apprend des choses et c'est très divertissant, c'est très bien illustré d'ailleurs. je me tourne sur ma droite. J'aimerais qu'on parle de bouche à oreille. Ouais. Voilà, parce que le bouche à oreille, il semble super fort autour de votre marque. D'ailleurs, vous avez inondé les plateformes de contenu UGC, donc User Generated Content, du contenu produit par vos clients. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour obtenir autant de retombées façon unboxing, test de produits, etc. Eh bien, franchement, rien. C'est ça qui est assez fou. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt, je pense, l'aspect, en effet, d'être proche de la communauté. Et c'est l'aspect aussi de, je pense, là où on a eu le bon truc, c'est en effet ces petits cadeaux qu'on met dans les colis. Automatiquement, c'est un rendez-vous qu'on a à chaque fois. Donc, bien entendu, comme à chaque nouvelle commande, ils vont recevoir ce petit jouet, va y avoir une nouvelle photo à ce moment-là, surtout pour ceux qui sont aficionados des réseaux et qui vont s'amuser à publier. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là. Après, comme je disais, c'est quand on va faire un super contenu qu'on va réutiliser notre bande son, ou encore là où on a généralement aussi plus de retours, de photos, etc. C'est quand on va aborder un sujet spécifique. Je donne un exemple, les chats noirs portent bonheur, ce qui est vrai, j'appuie sur ça. Là, on va avoir une tonne de photos de chats noirs de notre communauté, avec ou pas nos produits, mais c'est là où on va générer du contenu aussi. Mais Marie, vous n'avez aucune stratégie d'influence marketing, de micro-influence? Moi, j'ai jeté un petit coup d'œil sur votre compte Insta, j'ai étudié de très près les posts utilisateurs là, dans lesquels la marque elle est citée, voilà, des consos qui donc prennent en photo leur petit chat avec vos produits. Donc là, c'est quand même assez génial en matière de voilà. Il y en a énormément, ça c'est le premier constat. Ouais. Et ensuite, je suis étonné par la physionomie des comptes. Et moi, j'ai eu l'impression qu'ici, il y avait de la collab de marque. C'est le cas ou c'est pas le cas? Il y en a eu très peu. Ouais. Pour le coup, il y a eu un petit peu... Alors, il n'y en a pas eu depuis... Donc, comme je disais, on a été lancé il y a 3 ans. On en a eu au lancement. De la marque sur les réseaux, parce que bien entendu on se disait ça va permettre de débloquer aussi une certaine notoriété. On a besoin de montrer qui on est, ce qu'on fait, etc. On en a refait un petit peu cet été, mais c'est très léger. Franchement, c'est pas notre énorme canal de diffusion où on met une dépense folle. Moi j'ai été sur ces collabs, je pense avoir aperçu lesquels étaient en collab. J'ai trouvé amusant de voir la physionomie des comptes, parce que c'est des tout petits comptes. C'est ça. Et j'ai trouvé ça rigolo. C'est vraiment de la micro, voire même de la nano-influence avec certains comptes de 2000 followers, parfois 800, etc. Je trouve ça intéressant. À quoi ça vous sert d'aller travailler comme ça en relais avec des tout petits créateurs ou créatrices de contenu? Alors, il y a plusieurs aspects sur ça. Déjà, parce qu'en effet, ces créateurs-là, qu'ils aient peu ou beaucoup de communautés, en réalité, ils ont les mêmes problèmes que n'importe quel propriétaire, parent de chat. Donc, ça nous importe peu qu'ils aient une grosse ou une petite communauté. Ils vont aborder les mêmes problématiques, ils vont aborder les mêmes sujets, ils vont raisonner avec nous. Donc, c'est pas le nombre de followers qui, pour nous, aujourd'hui, va être le plus intéressant. Et puis, souvent, c'est aussi des créateurs qui viennent vers nous, en fait. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'ils ont testé déjà nos produits, parce qu'ils nous affectionnent et ils se disent « Ah, il y a peut-être quelque chose à voir avec Kat. Du coup, moi, j'ai une petite communauté, est-ce que ça vous intéresse ?» Et on est très dans ce côté friendly, où dans ce cas-là, il n'y a pas de... Je vais encore te décevoir, il n'y a pas de stratégie définie de on fait c'est tant con, de créateurs. C'est con, parce que moi j'étais en train de me dire justement, Marie, qu'on pouvait discuter, tu vois, sur le compte Super Natif. Mon petit chat Will est très photogénique. Je me disais qu'on pouvait peut-être faire un truc. Comment ça marche pour générer de l'UGC? Donc vous, évidemment, on a compris, les parents de chats, ils aiment leurs chats de manière naturelle, et de façon naturelle, et ils aiment bien publier des photos de chats parce que les gens les regardent et aiment bien. Comment est-ce que vous faites en sorte que les gens aussi placent la marque, parlent de la marque au milieu? C'est quoi vos mécaniques ou vos astuces? Dans ce cas-là, chez les petits micro-créateurs, donc ça c'est plutôt ces talents de micro-création, ou alors des talents qu'on a testés avec des plus grosses communautés qui pareil avaient un affect de marque.
on va quand même tendance à les guider sur au moins quelles sont aujourd'hui les problématiques générales que peuvent rencontrer les clients et si ça les touche ou si ça les touche pas. Ouais. Donc on va dire leur donner pas un script écrit, au Mais contraire, 2-3 angles, vous voilà, pourriez parler de ça. 2-3 angles, Ouais. surtout qu'on connaît leur chat. Ouais. Donc comme nous, on sait que le chat, il est plus âgé, qu'il est en surpoids ou voilà, on va dire voilà, là, est-ce que tu rencontres bien cette problématique ou pas. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on discute beaucoup avec eux sur qu'est-ce qu'a apporté la marque en fait chez eux. Donc généralement, chaque créateur va avoir aussi des réponses différentes. Il y en a un, son chat va moins vomir. Il y en a un, son chat, ça va être très sexy. Ses selles vont sentir moins mauvais. Voilà. Et là, on va se dire, ok, ça, est-ce que tu as envie de le partager avec la communauté ? Et en fait, comme c'est pas écrit, scripté, etc., c'est là où c'est naturel. Et sur le client lambda, celui qui tous les mois reçoit sa commande, est-ce que vous avez intégré dans votre expérience client des mécaniques qui offrent des opportunités d'UGC dedans ? Alors, on a essayé de le faire avec des petites gratifications, Oui, etc. par exemple, c'est à ça que je pensais, ou des hashtags, ou ce genre de choses. C'est ça, et finalement, ça n'a pas plus joué que ça. Vraiment, D'accord. ils le font tellement de manière naturelle que... T'as pas besoin de forcer le trait. Non, ok, d'accord. Ça, c'est très cool. Ouais, ça, c'est intéressant. Allez, on bascule du côté de TikTok. TikTok, 110 000 followers pour Kat. Moi, j'aime bien ce que vous faites sur TikTok. Voilà, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une vraie prise de parole de marque. Voilà, il y a, comme tu l'as dit, de la valeur, il y a de la brand utility et surtout il y a du branding. En gros, vos contenus ils ressemblent à la marque. Ouais. Et pourtant, on entend souvent, peut-être que sans doute que toi aussi tu l'as entendu. Oui, mais attends, TikTok c'est différent. Voilà, faut faire cracra, faut que ça soit moins papier glacé. C'est la plateforme qui, tu dois te plier au code de la plateforme, etc. Qu'est-ce que toi tu en penses ? J'avais la même idée préconçue où je me disais faut faire des trucs un peu faciles, naturels, etc. Et en fait, c'est plutôt les meilleurs contenus qui sont ressortis et qui m'ont fait dire non, finalement, c'est pas ça. C'est vraiment nos contenus ultra travaillés, en effet, des vidéos explicatives ou nos vidéos expertes qui performent le plus. Donc ça va totalement en contradiction en réalité, puisque c'est pas cracra, c'est ultra travaillé et que ça vient répondre à un gros valeur ajoutée avec des vidéos plutôt longues en plus. Parce que c'est des vidéos qui durent 1 minute et quand même, on connaît la fièvre du scroll sur TikTok, au bout de 10 secondes, merci quoi. Et non, au contraire, ça dément totalement et c'est ça qui performe le plus. Ouais, je vois par exemple que vous n'avez pas cédé au jeu des trends par exemple. Ça performe pas chez nous. C'est fou. Pourtant, on a un bon ambassadeur qu'est le chat, donc on pourrait vraiment s'amuser. Et non, vraiment, je pense qu'on a aussi peut-être travaillé notre algorithme en ce sens, qui fait que nos contenus très experts ou en effet, experts entre guillemets, parce qu'on vient toujours apporter du divertissement à l'intérieur, mais nos contenus plus longs, c'est ceux qui performent le plus. On a testé des trends, ça n'a pas pris. Ça tombe plutôt bien. J'ai envie de te dire, parce pour que nous, c'est plus sympa. Parce que vous avez des messages à faire passer et là vous le faites dans le respect de votre marque. Je trouve ça très réussi. J'ai vu aussi que là aussi vous utilisiez beaucoup le format carrousel sur TikTok, avec pareil beaucoup de contenu avec de la valeur dedans. C'est un format sur lequel vous avez des bons résultats en termes de perf côté TikTok. Franchement, si j'ai un tips pour les marques ou pour les social media managers, testez ça. Enfin, les carousels sur TikTok, en tout cas chez nous, c'est une valeur sûre, ça performe. Bien entendu, il va y avoir des petits ajustements en fonction des sujets qui vont plus intéresser que d'autres, mais vraiment mêler ce côté très vidéo et ce côté fixe, c'est quelque chose qui performe chez nous. C'est un des enjeux aujourd'hui, savoir être attentif à pas basculer dans le tout vidéo, garder aussi des formats qui captent l'attention différemment. Et là, j'ai regardé là aussi votre feed avec attention et je constate qu'il y a certains contenus qui ont cartonné, qui ont explosé, puis d'autres qui ont flop littéralement. Oui. Est-ce que toi, tu as compris pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est une question que je pose à tout le monde ici. Si seulement j'avais cette clé ultime qu'on cherche tous. Non, il n'y a pas de dogme où vraiment on s'est dit c'est à cause ou grâce à ça. En plus, généralement, parfois, on se rend compte que comme on fait parfois aussi quand même pas mal de duplicate content, donc c'est-à-dire qu'on reposte aussi sur Insta et sur TikTok aussi les mêmes formats, ça peut prendre tout d'un coup sur Instagram et pas du tout sur TikTok. Il n'y a pas de règle. Après, là où on sait qu'on performe le plus quand même, et c'est ce que je disais, c'est sur les contenus à valeur ajoutée. On teste des choses type l'humour.
Bizarrement, ça prend super bien sur Insta, un peu moins sur TikTok. Mais c'est une vérité que je dis aujourd'hui, que je dirais peut-être pas demain. Ça. Ouais. Ça, c'est un peu frustrant dans nos métiers de ne pas comprendre. Nous, on est aussi évidemment, on aime communiquer, mais on aime aussi analyser. Comprendre, voilà. Et puis d'ailleurs, toi, sans doute que tu dois rendre des comptes au-dessus, là. Et quand on te dit, mais alors, fais-nous des chiffres et explique-nous pourquoi ça a foiré, en fait, c'est difficile parfois d'expliquer. Bah, c'est ça. Je pense qu'on est tous là avec une intuition. Quand on poste quelque chose, moi, ce qu'on fait avec les équipes, quoi qu'il arrive, on se dit toujours quand même, on fait un pas de recul en se disant, voilà, nous, en tant que parents de chat, je ne serais pas chez Kat, est-ce que ce contenu-là m'intéresserait ? Est-ce que je m'arrêterais dans cette fièvre du scroll ? Si oui, on poste, mais après, est-ce que ça va être accueilli ou non ? Là, c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, TikTok, ça ça drive des ventes ou est-ce que ça joue un rôle qui est plus haut dans le funnel de conversion ? Non, aujourd'hui, ça a un rôle beaucoup plus haut quand même de notoriété chez nous. Surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, on a une stratégie qui est très média. Nos produits, on les voit pas tant que ça. Que ce soit en organique, vraiment, que ce soit sur notre feed Instagram ou sur notre compte TikTok ou même sur YouTube. Et parfois, même les gens ils se disent « Ah, mais attends, Kat, du coup, ils font des croquettes, mais en plus, ils m'expliquent plein de choses. C'est un média. » Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas notre challenge premier. Notre challenge premier, comme je disais, on est encore tout jeune, finalement on n'a que 5 ans de vie chez Katz, donc on continue à vraiment travailler cette notoriété et je pense que c'est ce qui nous différencie aussi, donc non, la réponse est on ne peut pas mesurer si organiquement j'entends, ça apporte des ventes, quoi. Ouais, quand on prend un peu de hauteur là sur l'intégralité de votre œuvre, madame. Et toutes ces super équipes. On a l'impression, et toutes ces équipes, le branding, on a souvent l'impression que c'est vu comme un investissement à long terme, c'est ce que tu es en train de raconter. Et toi, comme moi, j'imagine qu'on se retrouve fréquemment confronté quand même à la question du ROI, cette question qu'on adore, la question du ROI de tes actions de communication sur les réseaux. Est-ce que toi, tu arrives ou est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de votre brand content sur les performances business ? Alors, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose enfin, pour être honnête. On se pose la question parce que oui, à force de faire autant de contenu, d'avoir des communautés qui sont quand même pas dégueu et sympas, on se dit, mais ok, quelle est la perception que justement ces gens qui ont été confrontés à notre contenu, à nous finalement. Donc, c'est des questions qu'on commence à se poser, on commence à sonder nos communautés, on commence aussi à envoyer des mails auprès de nos clients pour comprendre un petit peu plus, en effet, d'où ils viennent, s'ils nous ont vus sur les réseaux, mais c'est encore tout récent. Donc c'est des questions qu'on se pose, auxquelles je pourrais répondre dans l'avenir, et je l'espère, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'avait pas encore ce réflexe de se dire, voilà, est-ce que véritablement ce qu'on fait, surtout en organique, a une véritable, est quantifiable en fait. On le voit, oui, c'est quantifiable parce qu'on voit notre communauté, on voit nos 21 millions de vues par mois, et c'est ça qui nous dit, waouh, on fait du bon boulot, en tout cas on l'espère, ou au moins du contenu qui intéresse. Et puis après, sur la partie, est-ce que ça a fait des ventes à la fin ? On a quand même une énorme force de frappe qui est en paid, qui bien entendu est un de nos canaux aussi d'acquisition le plus important, ce qui est logique, comme on a un site internet, on fait beaucoup de contenu paid pour expliquer ce que fait notre marque, mais aussi surtout pour, en effet, comme je le disais tout à l'heure, aborder tous les sujets d'angle et touchpoints. Donc on sait... Si tu veux un chiffre en réalité, on sait que 25% à peu près de nos clients viennent grâce aux réseaux sociaux, mais on pense qu'ils viennent plutôt grâce au paid que grâce à l'organique. Je comprends. Par contre, il y a peut-être autre chose qui joue, côté organique, côté ce qu'on appelle organique bien souvent. Alors, pour celles et ceux qui sont encore avec nous en ce moment, souvent on parle de organique et de paid et on fait deux séparations. Moi je suis moins dogmatique que ça, plus le temps avance d'ailleurs, moins je le suis, parce que pour moi d'un côté tu as le branding et de l'autre côté tu as le publicitaire, d'un côté tu as le brand content et de l'autre côté tu as vraiment les contenus publicitaires. Et je pense qu'après en organique, oui bien entendu on va avoir un effet halo positif sur de toute façon même sur le paid, puisqu'automatiquement les gens qui auront été confrontés à nos contenus ou qui l'auront
auront visionné vont sans doute être retargetés, bien évidemment, en paid. Et c'est ça qui, à la fin, à force de les intéresser, à force de conviction, à force de valeur ajoutée, vont peut-être convertir, si je parle vraiment en business. Mais oui, c'est difficilement quantifiable sur le court terme. Par contre, on sait qu'on a quand même une carte à jouer sur le long terme. Est-ce que vous avez mesuré ou fait des études à l'impact du touchpoint Instagram dans la décision d'acte d'achat? Parce que moi, si je me mets dans les pattes de votre persona qui n'existe pas, mais je me dis qu'à l'évidence, avant de m'engager, je vais bencher, je vais me renseigner, je vais aller une fois, deux fois, peut-être sans doute plusieurs fois sur ce touchpoint Instagram, ou là où tes contenus de marque, ton brand content, effectivement, ce dont tu appelles de halo positif. Est-ce que vous avez déjà fait une étude conso pour savoir combien de fois dans le cheminement vers l'acte d'achat, Instagram était un touchpoint et à quel point l'investissement que vous faisiez ici, il était clé? Eh bien, c'est justement, on est en cours. Ah, bah regarde, parfait. Donc, c'est là où on étudie en ce moment toute cette question-là, où on est en train de voir comment se faire éventuellement accompagner pour, oui, faire des vrais sondages, aujourd'hui se rendre compte, et c'est comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas ce réflexe-là, mais maintenant que ça y est, ça fait 3 ans qu'on est quand même avec des fortes communautés, on se pose ces questions-là maintenant. Bien sûr. Puis j'imagine, il y a autre chose qui se joue dans le brand content, c'est le sujet de la fidélisation. Bien sûr. Chez vous, c'est clé, hein, c'est même une part de votre business model. Alors ça, je l'ai vu sur votre site internet, vous êtes très transparent là-dessus, je trouve ça intéressant, parce que vous expliquez que pour proposer le juste rapport qualité-prix, eh bien, vous avez décidé de miser sur la fidélisation. L'idée, c'est vous préférez gagner moins à chaque vente, mais conserver le client plusieurs années. Ça, c'est intéressant. C'est pas un truc qu'on entend finalement dit de façon aussi claire ailleurs. Moi, j'aime bien. C'est quoi aujourd'hui le lifetime customer value d'un client 4? En gros, combien de temps il reste un client une fois qu'il est chez vous? Alors, je ne peux pas te donner de réponse spécifique parce que cette information, je ne l'ai pas exactement. Après, généralement, il reste au minimum 6 mois avec nous et c'est vraiment un minimum parce que la plus grosse difficulté de conversion pour nous, en réalité, c'est la partie après le kit d'essai. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le kit d'essai, il est assez sympa. En plus, c'est 2 semaines d'alimentation à prix peu coûteuse, etc. Mais après, vraiment convertir le client sur de l'abonnement, c'est plus complexe. Aujourd'hui, on a tellement tous ces abonnements Netflix, etc. Enfin, voilà. Donc, ils sont un peu plus frileux. Mais généralement, en tout cas, dès qu'ils passent l'abonnement, c'est là où on les convertit. Combien ça coûte un abonnement par mois ? Alors, moi, nous, on va faire un deal. J'ai compris qu'on ferait un partenariat d'influence ensemble. mais si je devais payer, combien je serais amené à payer ? Alors, il n'y a pas de prix fixe. C'est très difficile, même pour nous, de le dire. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de prix. On parle plutôt de pourcentage. On parle, on ne va pas dire si vous prenez notre kit d'essai, vous gagnez tant. Puisque comme notre menu est personnalisé en fonction du besoin du chat, ça va dépendre. C'est-à-dire quelle va être la proportion qu'on va donner au chat, etc. Donc, en réalité, on est sur un panier généralement entre 40 et 60 €. Okay. Après, tout va dépendre si le chat, est-ce qu'il a l'habitude de manger de la pâtée, à combien de fois par jour. Est-ce que le propriétaire de chat, il a plusieurs chats peut-être qui peuvent se partager les croquettes parce qu'ils ont le même âge, les mêmes problématiques. Voilà, il n'y a pas de... D'où la complexité aussi de notre offre, en fait. Je comprends. Donc, panier mensuel, allez, entre 40 et 60, t'acceptes que pour l'exercice, je coupe la poire en deux, je mets 50. Bon. Donc, ce qui est d'intéressant, c'est que votre business model sur la fidélisation, on part de ce panier moyen d'à peu près 50 € par mois. Et ensuite, comme tu nous l'as dit, ce client-là, il y a un enjeu à le fidéliser. Et du coup, j'imagine que vous suivez de très près le lifetime customer value, la valeur de ce client dans le temps. Et tu nous as dit, il reste minimum 6 mois. Donc, ce qui représente déjà 6 fois 50, mine de rien, un petit budget. J'imagine, et ça c'est le minimum, allez, on part sur 1 an, 600 balles, concrètement, voilà. Et ça, c'est la valeur de ton client. Je trouve ça intéressant parce que quand on sait combien mon client il me rapporte, combien il vaut finalement, je sais aussi combien je peux investir pour aller le conquérir. Je peux investir davantage. Est-ce que c'est comme ça que vous réfléchissez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on réfléchit plutôt à, en effet, essayer d'expliquer quand même aux clients qu'une transition alimentaire, c'est pas si simple.
C'est-à-dire que changer l'alimentation de son chat pour des raisons de budget, c'est pas la bonne chose non plus, parce que le chat, ce qu'il faut savoir sur son organisme en lui-même, c'est que la problématique vraiment de la digestibilité de changer son alimentation, elle est ultra importante. Donc c'est déjà un premier argument clé qu'on a d'expliquer vraiment ça aux clients. Si vous venez chez nous, en tout cas, c'est pas foncièrement pour rechanger derrière, ou en tout cas, on n'a pas envie de vous intéresser que par le prix, parce que c'est pas bon pour la santé de votre chat. Donc on est très transparent là-dessus. Après, comment on les garde sur le long terme? Je pense qu'on les garde aussi parce qu'en effet, on les fidélise grâce à plein de petites choses, des petits cadeaux. Ils gagnent des points aussi au cours de leur commande, où ils peuvent accéder à un shop, en fait, où ils peuvent s'acheter des goodies, des choses assez sympas, des fontaines, enfin voilà, des trucs sympas. Et puis en vrai de vrai, notre meilleur argument, c'est l'évolution qu'il y a sur leur chat. Aujourd'hui, on a quand même des avis qui sont ultra positifs. On a typiquement 15 000 avis sur Trustpilot. J'ai vu ça, énorme. C'est impressionnant. Enfin, voilà, ouais, on a réussi en si peu de temps à avoir 60 000 chats qui sont clients chez Katz. Et je pense que pour nous, notre meilleur argument, c'est en effet le bénéfice qu'on voit chez le chat, en fait. En quoi les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil pour travailler la fidélisation de vos clients? Alors, c'est un outil principalement déjà pour nous faire connaître. En réalité, puisque, comme tu disais, on n'est pas visible en physique, donc on ne va pas être vu chez le veto ou on ne va pas être vu dans le panel des supermarchés. Donc déjà, il faut réussir à faire comprendre notre offre, comprendre aussi, en effet, ce côté menu personnalisé, adapté au chat, etc. Donc là, les réseaux sociaux vont avoir un impact surtout de notoriété, en fait, pour D'accord, donc nous. ça, c'est pour l'accès au marché, on va dire. C'est ça, exactement. Et puis après, on travaille tellement, en effet, l'apport, la valeur ajoutée. Et je réappuie sur ce côté, et même je conseille à tous les social media managers, ce côté quasi rédactionnel de nos contenus, où il y a un énorme travail d'expertise dessus, où on échange avec nos vétos, on échange avec notre comportementaliste, on a énormément de documents d'information, où, je l'espère en tout cas, les gens qui vont voir nos contenus vont se dire Katz en plus c'est une marque cool, c'est une marque experte, et dans ce cas-là je vais m'intéresser un petit peu plus à son offre. Ouais. C'est ça. Et vraiment, si je devais résumer en quelques mots notre positionnement sur les réseaux, ou en tout cas là où on tend à être et où on espère le devenir, c'est vraiment que les gens se disent Katz c'est une marque cool, experte, sympa, que j'ai envie de suivre sur les réseaux, que je sois ou pas encore client. C'est ça l'objectif. C'est ça. En matière d'accès au marché, tu disais tout à l'heure, effectivement, vous êtes une DNVB, vous êtes des pure players du web, donc forcément, vous êtes très actifs en SMA, en publicitaire. Moi, je suis allé jeter un petit coup d'œil dans Meta Ads Library. Vous pouvez d'ailleurs tous le faire. Tout le monde peut aller jeter un petit coup d'œil à vos concurrents, à qui vous voulez, dans la librairie, la bibliothèque publicitaire de Meta, et voir, par exemple, que Katz a actuellement 250 campagnes en cours pour le mois d'octobre. C'est faramineux, c'est énorme. J'ai regardé un petit peu. En plus, on prépare le Black Friday, donc c'est... J'ai vu, il y a beaucoup d'A/B testing. C'est très... il y a déjà un très haut niveau là, à cet endroit-là. Encore une fois, c'est normal, parce que j'imagine c'est cœur de business pour vous. C'est ça. Est-ce que ça, c'est géré par des équipes en interne? Oui, exactement. Donc là, c'est géré par l'équipe de Naomi, qui pareil, est une experte ultra talentueuse, et d'où, je pense, tu as vu tous les contenus qui sont créés. Oui, absolument. Et du coup, elle est avec Anthony en binôme, qui lui va gérer en effet toute la partie paramétrage, la partie stratégique, les budgets dépensés, etc. Et dans l'équipe de Naomi, qui est assez en miroir du coup avec mon équipe en organique, il y a aussi des monteurs, donc 2 monteurs en interne qui vont produire en fait ce contenu-là. Oui, c'est ça, 250 assets. Ah oui, il y a beaucoup d'assets au milieu. C'est ça, exactement, il faut le produire. Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, nos micro-influenceurs, dès qu'ils font des contenus un peu sympas, etc., et qu'en tout cas ils ont envie, on leur propose aussi d'utiliser ce contenu-là, parce que c'est la plus belle preuve pour nous que c'est vrai que ça a marché sur leur chat, ou en tout cas qu'il y a eu du bénéfice, et qu'il y a eu des choses positives à dire aussi sur notre marque, et c'est pour ça qu'on a autant de contenu aussi. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui dans vos campagnes publicitaires, ce que j'ai vu en campagne publicitaire
publicitaire était très tendu vers l'offre, hein, Ouais. très Alimentation. voilà, très bottom of funnel, ou en tout cas un tout petit peu au-dessus, peut-être quand on commence à se poser des questions. Voilà. Là où à l'inverse, ce que tu nous racontes, c'est que dans vos prises de parole, votre ligne éditoriale dont tu parlais, vous êtes très en haut de ce funnel. Exact. Est-ce qu'il vous arrive d'investir aussi en publicitaire pour soutenir vos prises de parole très brand content, très média, pédagogique, valeur un cran au-dessus? Aujourd'hui, non. Ok. On sponsorise aucun de nos contenus organiques. Vraiment, l'idée, c'est de le faire vivre naturellement. Et comme ça nous donne aussi de bonnes insights sur ce qui performe moins, sans, entre guillemets, apporter on va dire un budget supplémentaire qui vont peut-être justifier plus ou moins des réussites. Donc non, en organique, en tout cas, on sponsorise aucun de nos contenus. Après, on travaille quand même très main dans la main avec l'équipe paid, où nous, en organique, on va dire, voilà, par exemple, ce sujet-là, il a super performé. Finalement, c'est une vraie question que se posent les gens. Typiquement, comment faire un bon coin repas pour son chat. Une des erreurs majeures qui est de mettre la gamelle contre le mur. Ça, tout le monde le fait. Je pense que pas mal de gens qui vont se reconnaître. Et en fait, c'est une erreur par rapport au chat parce qu'il a envie de voir son environnement. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui est ressorti en organique. Et l'équipe paid, à ce moment-là, vont se dire, OK, nous, on va quand même utiliser ce point-là qui est ultra important pour en faire aussi une ads et bien entendu faire passer ces messages-là, mais aussi nos messages de qu'est-ce qu'on propose comme produit. Donc en vrai, il y a vraiment une synergie et comme tu disais, j'aimais bien tout à l'heure, on n'a pas un mur de Berlin entre nos deux équipes en disant d'un côté il y a l'alimentation sur le paid et de l'autre côté il y a toute la vie quotidienne avec les parents de chats. Et pareil du côté bien entendu de l'organique, quand on a des sujets d'alimentation qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie d'aborder, on le fait. Ok, pigé. Tiens, YouTube, on n'a pas encore parlé de YouTube. YouTube, donc je disais 36 000 abonnés sur YouTube. C'est déjà beaucoup hein, pour une jeune marque comme la vôtre. Et là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Alors, il y a les shorts, où là, grosse activité du côté des shorts avec un contenu qui effectivement est cross-posté entre Instagram, TikTok. D'ailleurs, juste là, sur ce cross-postage, vous pensez, dans votre mindset, vous pensez quelle plateforme en premier ? D'où ça part, en fait ? Ça part surtout quand même de notre plus grosse communauté qui est Meta, donc c'est-à-dire Instagram, Facebook. D'accord. Après, bien entendu, dans le funnel de création, on se dit est-ce que ça marchera quand même sur TikTok ? Parce qu'on n'a pas envie non plus de mettre toute notre énergie que sur un contenu qui serait déployé que sur Instagram. Donc il y a quand même toujours cette petite sonnette où on se dit est-ce que ça marchera aussi sur les autres plateformes ? Ok, donc je reviens à YouTube. Donc il y a les shorts qui représentent une partie du contenu Instagram et TikTok. Et puis il y a aussi des vidéos longues, voilà, avec une place forte à cet endroit laissé au contenu de divertissement. Est-ce que tu peux nous parler de Psy4 ? Ouais, c'est tout récent en plus, parce que, franchement, tu t'es bien renseigné, tu nous connais bien. Attends, on potasse, qu'est-ce que tu crois ? C'est beau. Donc oui, c'est tout récent, parce que c'était pas dans notre stratégie à date. YouTube, c'est assez récent en effet qu'on ait bien travaillé en tout cas les contenus etc et qu'on se soit dit il y a quand même quelque chose à tirer aussi sur cette plateforme, surtout pour des contenus où on va faire découvrir des choses. Donc c'est là où on a redéveloppé, comme tu l'as dit, de manière assez conséquente les shorts, et facile parce que comme on avait quand même la matière, plus facile aussi à publier, ce qui est normal. Après sur Psy4, on s'est dit on allait tester les formats horizontaux. Parce qu'on n'en a pas fait à date, en fait, tout simplement. Et on s'est dit, les formats horizontaux, comment on y va ? Est-ce qu'on a envie de tout de suite essayer des formats pédagogiques qui vont durer longtemps, etc. Ou est-ce qu'on ne commence pas une petite première empreinte avec de l'humour ? Et c'est pour ça qu'on a lancé cette web-série, on va dire ça entre guillemets, où l'idée, c'est, pour raconter Psy4, c'est bien entendu de toujours jouer sur l'humour, où des parents de chats vont chez le psy avec leur chat. Et du coup, il y a des vraies problématiques qui tournent autour. À date, en tout cas en termes de performance, ça ne prend pas encore suffisamment par rapport, bien entendu, à l'investissement donné à la série. Mais la série en elle-même a tellement bien marché sur des formats verticaux que c'est pas grave en soi. On savait que c'était un test aussi de tenter cette série-là. Et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je pense que tous ces social media managers apprennent aussi en marchant. Ouais. Et c'est assez fou. C'est que, bien entendu, c'est des contenus qui sont quand même courts, qui méritent plus encore d'être longs, etc. Donc, je vais teaser un petit peu, mais il va y avoir d'autres formats horizontaux qui vont arriver. Ok, intéressant. Donc, tu disais, cette série, vous l'avez travaillée aussi en verticalité ? Ouais, on l'a travaillée aussi en verticalité parce qu'on sait que c'est notre force.
force. Bah oui. Voilà, on est très verticaux. C'est d'autant plus que le format que vous avez fait là en horizontal, il est de moins d'1 minute. Donc c'est vrai que c'était une de mes questions. C'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas diffusé tout ça en vertical? Parce que c'est bien écrit, c'est marrant. Donc il y a des vrais acteurs, etc. Ouais. Ça ressemble beaucoup. Tu vois, en voyant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je suis sûr qu'ils ont du Welcome to the Jungle dans leur bench du côté de Cats, parce que quand même, il y a des similitudes dans 2-3 petites choses. Très bonne interview, justement, que tu avais faite. Hein, oui, tu avais suivi. Ouais, génial. Je me trompe ou pas? Vous avez un peu de points communs. Il peut y avoir un peu de... Je pense que oui, dans le point commun, c'est surtout l'aspect média qu'on essaie d'avoir. Et je pense que c'est là où on se rejoint. La tonalité et la aussi. Tonalité aussi, où on nous attend pas forcément, en effet, sur ce côté un peu humour, ce côté un peu novateur, créatif, où on pourrait tirer des fils plus faciles. Et je pense que c'est là où tu nous reconnais un petit peu en ce sens. Donc oui, si ce serait notre rêve de se dire, voilà, on le devient de Welcome to the Jungle du chat, ou alors le combini ou le bruit du chat. Enfin, pour nous, ce serait le meilleur compliment. Enfin. Donc Psychiatre, je trouve que c'est très bien réalisé. Effectivement, je me disais, tiens, c'est dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt en vertical. Donc ils sont bien sur les deux. Globalement... On a fait même des millions de vues en vertical avec. Ah bah d'accord, ok, cool. Très bien. C'est quoi l'objectif marketing que toi tu envisages du côté de YouTube? Comment tu vois les choses en fait? Alors aujourd'hui, du côté de YouTube, vraiment l'axe stratégique qu'on a à date, en tout cas sur lequel on travaille, c'est des formats plus longs qui demandent une production qui est beaucoup plus importante. Parce que oui, faire des vidéos d'1 minute versus des vidéos de 12 minutes minimum, c'est pas le même boulot. C'est pas le même boulot, et surtout qu'il y a quand même un sujet qui est assez central, qui est de divertir les gens, de leur donner envie de regarder la vidéo. Donc c'est des vraies problématiques qu'on se pose aujourd'hui et ce sur quoi on travaille, en se disant, voilà, si on fait des vidéos sur les chats, comment on peut capter les gens, de leur donner envie de regarder des vidéos au format long. Et on a aujourd'hui quand même des grosses matières en interne. Par exemple, on a des guides complets qui sont gratuits. Donc pour les propriétaires de chats, si vous voulez aller sur le site, ils sont totalement disponibles, où on aborde des vrais sujets, qui est par exemple quand on accueille un chaton, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on sait qu'on est tous un peu perdus. Donc ça, c'est typiquement des angles qu'on a envie de développer, et ça se développe longtemps. En fait. Là, vous auriez grave une opportunité à travailler sur l'Evergreen. C'est ça. Et de poser les bases d'une documentation quasiment, mais en le faisant avec une dose de divertissement, très YouTube et tout. Un ton 4 en fait, qui donne envie aux gens. Et c'est pour ça, et je pense que tu lis dans nos stratégies, parce que c'est quelque chose vers ce sur quoi on tend et qu'on a envie de développer, parce que au-delà de ça, on sait qu'on va apporter de la valeur et qu'on va expliquer aux gens des choses assez intéressantes, et qu'il y a quand même quelque chose à développer sur ce type de format-là qu'on n'a pas fait encore, faute de production et de disponibilité. Mais j'ai teasé, on y va. On a fait le tour de 2-3 plateformes, etc. Vous êtes où ailleurs? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai ratés là? Un truc obvious, tu me dis, il a pas fait ses devoirs. Franchement, tu as fait très bien tes devoirs. On est un petit peu visible sur Snapchat, mais plutôt sur la partie ads. Et c'est tout récent. Après, sur LinkedIn, on n'est pas très focus, pas très présent, pas très bons élèves, voire. Sinon, non, il n'y a pas d'autres plateformes. En tout cas, on a déjà pas mal aujourd'hui. Je vous ai vu faire des collabs avec des gens sur Twitch. Ah oui, si, c'est vrai. C'est vrai. On a tenté un petit peu de Twitch. D'accord, marrant totalement, ça. Ok, c'est rigolo. Totalement. C'est tout récent en plus. Pourquoi Twitch ? Surtout parce qu'on s'est dit, aujourd'hui quand même, le chat, quand on est Twitcher, on est devant son setup et tout, le chat il passe, c'est sympa. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose d'assez affectif. Et puis pourquoi nous, on n'aurait pas notre place, sachant qu'aujourd'hui quand même, il y a dans nos concurrents ou même dans les marques, il y en a très peu qui sont sensibles aujourd'hui à cette plateforme-là. Donc on s'est dit qu'on allait, commencer un petit peu à être présent. Donc c'est pour ça que tu nous as vus, je pense, sur certains. Bravo, les devoirs sont hyper bien faits. Ouais, tu vois. Aujourd'hui, Cats, ça livre en France, en Suisse, en Belgique, Luxembourg, etc. Les classiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des projets d'internationalisation ?
Alors, bien entendu, dans les bagages, il y a toujours des projets d'internationalisation. C'est dans l'étude. Ok. On aimerait bien se développer, bien entendu, ailleurs. Après, aujourd'hui, on est quand même encore très focus France parce qu'on pense qu'on a encore des choses à prouver, on a encore des choses à étudier, on a encore quand même des parents de chat qui ne nous connaissent pas forcément. Bien sûr. Donc, on a quand même un gros travail aujourd'hui et bien entendu des enjeux budgétaires. Donc pour l'instant, en tout cas, la France est encore un bon cheval de bataille, mais je l'espère et en tout cas, je nous souhaite. En plus, 4, on a le bon nom quand même. Ouais, c'est bien parti, c'est vrai. D'aller ailleurs. Ouais. D'un point de vue plus général, c'est quoi les gros projets à venir, tiens? Ouais. Pour vous, là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as des trucs que tu peux nous teaser ou nous raconter? Eh ben, j'ai une jolie info croustillante et en plus mignonne. Donc ça, c'est sympa. Et on l'a pas du tout communiqué encore. Donc vas-y, on est très flattés. Avant-première au Super Daily, on vient de lancer une fondation CATS. Oh, ok. Ouais, et ça, c'est hyper... Enfin, franchement, ça nous rend super fiers parce que aujourd'hui, je pense que tout le monde le voit sur nos réseaux. Pour chaque repas acheté, on offre à une association qui s'appelle 4 étoiles parce que on a pu mettre ça en place et que ça nous tenait à cœur. Et on s'est dit, on avait envie de travailler encore plus ça. Et donc, on a la Fondation CATS qui arrive, où là, on va aider 10 associations en tout en France. C'est la première étape. Et donc, en plus des dons, bien entendu, d'alimentation qu'on peut offrir, on va participer aussi à tout ce qui est campagne de pédagogie, campagne de stérilisation, enfin, tous ces points ultra importants. Et donc, on est très fiers de ce lancement qu'on va faire très bientôt. Donc voilà, ça y est, j'ai déposé Ok, non, mais c'est super intéressant. Ce qui va se passer. C'est super intéressant. J'imagine, toi, en tant que social media manager, je te dis, ça, opportunité de contenu, c'est cool, il y a des trucs à raconter à cet endroit. Surtout que c'est beau. Enfin, ouais. Franchement, c'est un super. Voilà, en tant que maman chat en plus, c'est des causes qui nous tient tous à cœur dans la team. Donc oui, c'est un super projet, c'est ultra inspirant. On a envie d'expliquer tout ça aux parents de chat aussi, de peut-être donner des envies aussi à d'autres qui auraient la possibilité d'adopter. Donc voilà, en effet, on fait de l'humour, mais on a aussi un gros cœur quand même. Et côté social media, tes prochains temps forts, là, il y a des choses qui... Est-ce qu'il y a un gros marronnier, là? Tu te parlais du Black Friday, bien sûr, parce que c'est quand même un axe assez important pour nous. Noël, Noël, c'est un truc pour vous ou pas? Ou pas forcément. Non, en vrai, on me pose souvent la question en me disant est-ce que tu as des mois où tu fais un peu plus de business, on va dire ça de manière très vulgaire. Non, en fait, bien entendu, l'alimentation de son chat, c'est toute l'année. Donc oui, il y a des temps forts comme le Black Friday parce qu'on va avoir des offres plus spécifiques. Mais à Noël, les parents de chat n'ont pas encore le réflexe de mettre sous le sapin cadeau. Tu fais pas un calendrier de l'avant 4 avec des échantillons là? Pas encore, on a envie. Regarde. Mais ouais, franchement, en plus, on y a pensé et tout, on est en train d'y réfléchir. On fait déjà un calendrier, mais annuel. En plus, ce qui est hyper sympa, que les gens adorent recevoir parce que du coup, quand ils feuillettent, chaque mois, c'est rigolo. Voilà, il y a un truc sympa, surtout qu'il y a une petite explication, on donne des tips et tout. Mais c'est vrai que, en tout cas, il n'y a pas des points business ou des mois spécifiques. Après, en termes de stratégie de contenu, on va avoir des nouvelles web-séries qui vont sortir. Très bien. Pas comme Psy4, ça va être autre chose. Peut-être que Psy4 reviendra avec une saison 2, on verra. Mais en tout cas, je vais pas trop teaser parce qu'on va voir comment elle va sortir, etc. Mais on a envie de développer d'autres contenus sympas, plus travaillés, qui font rire les gens ou en tout cas qui leur apprennent des choses de manière plus conséquente. Écoute, je crois que ça fait 1h15 qu'on papote. Wow, on s'est dit vraiment plein de choses. Marie, c'était un super moment. Je te remercie beaucoup pour l'échange. Pour celles et ceux qui nous écoutent là, s'ils veulent, échanger avec toi, te faire des feedbacks, te dire comme il était bien cet épisode, où est-ce que c'est le mieux pour papoter avec Marie Ardoise? Franchement, sur LinkedIn, c'est le plus simple. Marie Ardoise comme une ardoise, facile à retenir. Donc voilà, franchement, contactez-moi, ce sera avec plaisir. Dès que je trouve un petit moment, je réponds. Et le plaisir, il était plus que partagé. Voilà, comme je disais, pour moi, c'est un peu aussi une fierté d'être là. Je suis un peu toute timide aussi en soi. Donc non, c'était très cool de après, partager on prendra une photo, tu verras, on a une espèce de mur qui est le Hall of Fame des SMM, de fait. Trop bien. Donc tu vas être sur le mur, je suis très content.
fierté, dis donc. Marie, merci beaucoup. C'était un super épisode. Les amis, vous écoutiez le Super Daily. Cet épisode, il est super, faut le partager. Bah oui, partagez-le avec vos potes autour de vous. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des chats, peut-être qu'ils connaissent pas encore la marque, ou peut-être qu'ils travaillent chez un annonceur et qu'il y a des tips à piquer. N'hésitez pas. Et puis, surtout, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Balancez-nous les 5 étoiles, ça nous fera très plaisir. Marie, un grand merci à toi. C'est moi, c'était un plaisir. Allez, salut tout le monde. Ciao, bye bye.